Bien, bien, bien. Alors, quelle heure est-il? Oui, il va falloir foncer dans le brouillard. Paul de Tarse le dit clairement, il n'y a pas tant deux hommes en moi qu'il n'y a en chacun de nous deux agents contraires. Ce que j'ai appelé la théorie des deux agents est paulinienne. Ces deux agents ont un nom, sarx, la chair, et pneuma, l'esprit. À l'épître aux Romains, je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais, et si je fais ce que je ne veux pas, c'est que ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi, moi qui suis captif de la loi du péché qui habite dans mes membres, moi qui par la chair suis esclave du péché. Eh bien, à ce beau développement de l'épître aux Romains répond l'épître aux Galates 5, verset 17, que je mets en français sous vos yeux. Il y a un conflit de désir en l'homme, disons, la chair désire contre l'esprit, épitumei, désir, l'esprit désire, topneuma, l'esprit, désire contre la chair, ils s'opposent l'un à l'autre, antikeitai, allelois antikeitai, de sorte que les choses que l'on voudrait, on ne puisse les faire. Dans toute son œuvre, dans sa propre vie, au plus vif de son expérience de la conversion, dans le combat intérieur, la controverse menée avec lui-même dans le jardin de Milan, en la présence silencieuse de son ami Alypius, Augustin fait écho à Paul et plus encore au problème de Gethsémani. Le conflit est au centre de sa théorie de la volonté. Mais le diagnostic est complexe et ce diagnostic est antérieur à ce que les distinctions scolastiques et modernes nous ont vu articuler dans leur dispositif, hérité à des degrés divers du modèle que j'ai appelé aristotélicien, fondé sur PNC, le principe de non-contradiction. Le point de départ n'est pas le conflit comme tel, l'opposition logique entre deux principes extérieurs l'un à l'autre, deux voulants. Le point de départ d'Augustin, c'est la résistance au sein même du voulant, la résistance de lui-même à lui-même. Et du coup, c'est une expérience codée dans la philosophie et dans l'histoire de la philosophie sous la rubrique de l'acrasie ou faiblesse de la volonté. Cette expérience, Augustin l'appelle monstrum. C'est une expérience monstre, n'est-ce pas? C'est donc une merveille, monstrum. Quelque chose qui provoque l'étonnement, thomazein en grec, l'origine, thomazein, l'étonnement. L'origine est la source permanente du philosophé, selon Platon, de la philosophie, fille de Thomas, que vous retrouvez dans Thaumaturge, n'est-ce pas, Thomas, de Théétète, 115d, et bien sûr Aristote, Métaphysique, livre 1, chapitre 2, 982, B11, la philosophie, fille de Thomazein. Voici la merveille, le monstrum, selon Augustin. Je vais citer un peu de latin à chaque fois parce que c'est beau le latin, n'est-ce pas, d'une façon générale, mais celui d'Augustin encore plus que d'habitude. Imperat animus corpori et paretur statim, imperat animus sibi et resistitur. Remarquable formule qui est antérieure à la distinction entre acte impéré, vous vous rappelez, impératin, l'acte impéré et l'acte
élicite ou élicité, dont nous avons parlé dans les semaines précédentes. Remarquable formule avec ce paretur statim qui rappelle l'omnia parata, le tout est prêt, panta et toima de Matthieu 22,4, d'où ma traduction, l'esprit commande au corps et aussitôt celui-ci est prêt, l'esprit commande à lui-même et il se résiste. Traduction que je préfère à celle de M. Cambronne dans la Pléiade et à ce « on » qui brouille un peu la référence et s'en va au hasard. L'esprit commande au corps, on lui obéit aussitôt, l'esprit commande à lui-même, on lui résiste. Bon, enfin, on peut aussi traduire comme ça. Enfin, en tout cas, question d'Augustin, insistante. Unde hoc monstrum et quare istuc? D'où vient ce prodige, cette merveille? Et pourquoi cela? La résistance à soi-même de l'esprit voulant en tant qu'il veut. La résistance à soi-même de l'esprit voulant en tant qu'il veut. Voilà le fait à expliquer. L'explication est à la fois dynamique et méréologique. Alors, où est le prodige? Voilà une citation d'Augustin. L'esprit se commande de vouloir, lui qui ne commanderait pas s'il ne voulait pas, et pourtant, il ne fait pas ce qu'il commande. Imperat inquam ut velit, qui non imperaret nisi velet et non facit quod imperat. En somme, donc, et pour reprendre l'expression utilisée dans la mouvance des thèses de Schopenhauer, l'esprit veut, mais pas à volonté. Comment expliquer que l'esprit ne puisse faire, c'est-à-dire vouloir, ce qu'il ne peut s'être commandé de faire, à savoir vouloir, sans par là même le faire ou l'avoir fait, c'est-à-dire sans le vouloir ou l'avoir voulu. Jusqu'ici, nous nous sommes demandé, puis-je vouloir? La volonté peut-elle vouloir ce qu'elle ne veut pas? Ne pas vouloir ce qu'elle veut? Vouloir ce qu'elle ne au moment où elle le veut? Nouloir ce qu'elle veut au moment où elle le veut? Augustin entend tout autrement l'expression vouloir à volonté. La volonté est volonté de volonté. Elle veut vouloir. Je veux dit autant que je veux vouloir. Le problème pour la volonté n'est pas de pouvoir vouloir ce qu'elle veut. Son problème est d'ordre méréologique. C'est qu'elle n'est jamais tout entière à vouloir ce qu'elle veut. C'est par là qu'elle est volonté, et volonté libre. Si l'esprit ne peut vouloir ce qu'il veut, s'il échoue à vouloir, en ne pouvant échouer qu'à condition d'avoir voulu, donc de vouloir, c'est que l'échec fait partie de la réussite de l'acte. Il en est la condition intime. L'acte ne peut réussir qu'à condition d'échouer partiellement. Qu'est-ce à dire? La volonté qui se commande de vouloir échoue à vouloir du seul fait qu'elle veut vouloir. Cela paraît absurde. C'est assurément une bien étrange maladie, direz-vous. Eh bien, non, non pas. C'est le régime normal de la volonté. Une seule explication à cela. La volonté n'est pas tout entière à vouloir ce qu'elle veut. Elle n'est pas tout entière dans son vouloir.
Or, comme ce qu'elle veut, c'est elle-même, et que ce qu'elle veut n'est rien d'autre que ce vouloir voulante, cela veut dire que jamais la volonté n'est tout entière en ce qu'elle veut. Que l'on entende par là l'acte de vouloir, le fait de vouloir, le voulant dans ce vouloir, et du même coup le voulu de ce vouloir, puisque c'est elle-même qui se veut voulante en voulant. Je note ça en disant que la volonté se manque, c'est-à-dire manque et se manque en se voulant, et se manque en se voulant. Car elle n'est jamais et ne peut jamais être tout entière en cela, elle qui veut, ni tout entière en ce qu'il, elle, veut, bien qu'elle soit à la fois cela, elle, qui veut, et ce qu'il, elle, veut. Merveille, assurément, et singulier tourment. La question n'est pas pourrais-je jamais vouloir, mais serais-je jamais tout entier à vouloir ce que je veux? La réponse que je dis par le fait même méréologique, tout entier, est qu'il n'y a là nulle merveille, mais qu'il y a bien là un tourment. Selon Augustin, il y a même là une maladie, aegritudo animi, maladie, autrement dit, état normal du voulant. Le normal est le pathologique, car le normal, c'est le pathique, le pas tout à fait thétique, le pas jamais entièrement thétique. Si l'esprit n'est pas obéi quand il veut vouloir, lui qui ne peut vouloir sans pourtant déjà vouloir, c'est que, si j'ose employer cette expression lacanienne, sa volonté n'est pas toute. À la fois, elle veut et ne veut pas. Ou plutôt, l'esprit ne veut pas de tout lui-même, ex toto, dit Augustin. Ne voulant pas de tout lui-même, comme on dit en français, de tout mon cœur, ne voulant pas de tout lui-même, il ne commande pas de tout lui-même. Il commande pour autant ou à proportion qu'il le veut. Il ne fait pas ce qu'il commande pour autant ou à proportion qu'il ne le veut pas. C'est non ex toto vult, non ergo ex toto imperat, nam in tantum imperat in quantum vult, et in tantum non fit quod imperat in quantum non vult. Il n'y a rien d'autre en cause ici que la volonté. Une volonté qui se commande à elle-même d'être elle-même et qui n'est pas obéie précisément parce que pour se commander à elle-même d'être, il faut qu'elle ne soit pas tout entière dans son commandement. En somme, si la volonté n'est pas obéie, c'est qu'elle ne se commande pas par toute elle-même et ne le peut pas. Non itaque plena imperat, ideo non est quod imperat, nam si plena esset, nec imperaret ut esset, quia iam esset. C'est donc qu'elle ne commande pas d'une manière plénière, ce qui fait que son ordre reste sans effet, car si elle voulait d'une manière plénière, elle n'aurait pas à se commander d'exister, puisqu'elle existerait déjà. La volonté n'obéit qu'à demi parce qu'elle ne commande qu'à demi. Vouloir en A, à l'instant A. Nouloir en A, à l'instant A. Nul prodige. Nul prodige, en effet, dans le fait pour la volonté de vouloir en partie et de nouloir en partie. C'est la structure ontologique, méréologique de la volonté, signe de la maladie d'un esprit
partagé, clivé, scindé, schisé depuis le péché d'Adam, clivé entre vérité qui élève et habitude qui appesantit. Non igitur monstrum partim vele partim nolle, sed aegritudo animi est, quia non totus assurgit veritate sublevatus, consuetudine prae gravatus. Il n'y a donc rien de prodigieux dans ce vouloir qui partiellement veut et partiellement ne. C'est là une maladie de l'esprit que de ne pas se dresser tout entier, même lorsque la volonté le soulève, c'est que l'épaisseur de l'habitude l'appesantit. De tout cela, Augustin donne une description précise que seul peut donner un esprit en rupture de manichéisme. Il n'y a pas deux volontés complètes en l'homme, deux volontés opposées, l'une bonne, l'autre mauvaise, portée par deux natures ou substances distinctes, la chair, sarx, et l'esprit, pneuma, l'âme et le corps. Cela, ce serait le triomphe de Mani. Il n'y a pas deux pleins face à face, ni un plein face au vide. Il y a un plein qui, toujours déjà, s'est vide lui-même. Il y a une volonté dédoublée par le nouloir que creuse en chaque vouloir sa propre incomplétude en conséquence du péché. Et ideo sunt due voluntates, quia una earum tota non est et tocat est alteri, quod de est alteri. Il y a donc deux volontés au sens d'une dualité dans la volonté qui n'est pas totalement une. Ce qui est présent dans l'une est absent dans l'autre. Et c'est la même. Singulière formule qui décrit au plus près le mouvement de la schise entre l'un et l'autre de l'autre, qui, à l'évidence inévidente, est le même. Il n'y a pas deux volontés parce qu'il y aurait en l'homme deux âmes ou deux principes. Le manichéisme en psychologie. Mais parce qu'il y a dans chaque acte de vouloir une réserve ou une retenue de l'âme qui libère la possibilité d'un non-vouloir au sein même du vouloir, une résistance qui la retient et la contrarie, mais qui aussi, la retenant et la contrariant, lui permet de s'éprouver voulante et donc limitée. Non due naturae contrariae in homine confligunt inter se, sed eadem anima non tota voluntate interdum vult, dit une scolie de Confession 9, 21, 24, reprenant la formule d'Augustin ouvrant le paragraphe. Iam ergo non dicant, cum duas voluntates in homine uno adversari sibi sentiunt, duas contrarias mentes de duabus contrariis substantiis et de duabus contrariis principiis contendere, unam bonam alteram malam. Qu'ils ne disent donc plus, quand ils voient dans un même homme s'affronter deux volontés, que deux âmes contraires, provenant de deux substances et principes contraires, se livrent une lutte, contendere, l'une étant bonne, l'autre mauvaise. Que dire alors? Que l'esprit
l'âme, l'homme, ne veut ni ne par lui-même tout entier. Mais aussi, qui s'en étonnera, ego, je, moi. Je ne veux ni ne par moi-même tout entier. Peut-on à la fois vouloir et nouloir en l'instant A ? Demandera la scolastique. Augustin répond d'avance oui. Mais ce n'est pas l'exception, c'est la règle. Je ne puis vouloir en A sans nouloir en A. Autrement dit, je veux, mais pas tout entier. Je veux, mais jamais tout entier. Je veux parce que pas tout entier. De même, je non veux, comme le traduit Lartringer qui traduit Hannah Arendt, je non veux pour I nil, je non veux, mais pas tout entier. En tout acte de volonté, je se divise. Car tout acte de volonté est dissipation, division, dissociation de moi-même entre ce qui de moi et en moi veut et ce qui de moi et en moi ne, entre moi qui veux à demi et moi qui ne à demi. Il n'y a pas deux âmes en moi, mais une seule âme en lutte avec elle-même, qui se divise et se dissipe à la fois et toujours simultanément et douloureusement en un wele et un nolle, en conséquence du péché qui habite en elle, comme le dit l'Épître aux Romains 8,14. En toute volonté, donc, il y a un vouloir et un nouloir. L'un ne va pas sans l'autre. Il ne s'agit pas de découvrir l'eau chaude, fût-elle brûlante, de découvrir que parfois l'on veut et ne veut pas, que parfois l'on veut et ne voudrait pas, comme l'adultère d'Abélard. Il s'agit de prendre la mesure de cela qu'on ne peut vouloir en A, à l'instant A, qu'à condition de nouloir en A. Qu'on ne peut nouloir en A qu'à condition de vouloir en A. Le nouloir n'est pas le dehors du vouloir, il en est le ressort, il en est l'aliment. Vous le voyez, le monde d'Augustin n'est pas le monde d'Aristote. Le monde chrétien n'est pas le monde grec. Le monde qui connaît le péché n'est pas le monde qui connaît seulement le mal, le malaise, le mal-être, le mal-agir. Le monde d'Augustin est le monde de la structure, un monde où toute volonté se définit intérieurement d'une contre-volonté, tout oui d'un non, tout non d'un oui. Comme l'écrit Hannah Arendt dans The Will of the Mind, chaque je veux se heurte inévitablement à un je non veux. Comprenez, chaque wolo se heurte du seul fait d'être et de se dire, eh bien, il se heurte à un nolo. Chaque wolo se heurte à un nolo. Chaque je veux produit un je non veux. Il faut toujours deux volontés rivales pour vouloir. Telle est la structure. Cette structure est celle de ce que Hannah Arendt appelle le deux en un, two in one, qui caractérise tous les processus mentaux ou psychiques, pensée,
vouloir, jugement, nos trois fonctions psychiques explorées depuis le premier séminaire cette année sur les pas d'Hannah Arendt. La différence entre la pensée et le vouloir, thinking et willing, c'est que l'élément de la pensée étant le dialogue, c'est son élément, et l'élément de la volonté étant le conflit, c'est son élément. La première, la pensée, a besoin de la dualité pour se maintenir. Elle doit rester en dialogue, puisqu'elle est dialogique. Alors que la seconde, la volonté, ne peut s'accomplir qu'en dépassant le conflit, autrement dit, la dualité. La pensée. Le discours silencieux de l'âme avec elle-même, selon Socrate, Platon, réclame la dualité. Vous savez que c'est la définition de la pensée. Discours silencieux de l'âme avec elle-même, chez Platon. La pensée réclame la dualité. L'instauration de l'unité, l'unification du deux en un dans le domaine de la pensée est une catastrophe, selon Arendt. Elle n'a lieu que lorsque le monde extérieur s'impose aux penseurs et interrompt brusquement le processus de pensée. Quand le bruit extérieur couvre le silence du dialogue intérieur. À ce moment, plus de two in one. L'un est restauré, il n'y a plus que de l'un, mais dans cet un-là, je me suis perdu en tant que pensant. C'est Arendt sur le Dasein, ces quelques lignes. Arendt qui, dans ses années d'études, et pour ce qu'elle nous dit là, où elle replonge, doit tout à Sein und Zeit et à Heidegger, à la déréliction dans le monde de la préoccupation quotidienne, où je me perds auprès des choses. Et de là, je ne pense plus. Le vouloir, dit et poursuit Arendt, pour être, produisant, pour être, vous comprenez, le vouloir, pour être, produit un contre-vouloir. Le moi voulant réclame, pour accéder à l'unité, il réclame d'agir. Le moi qui veut, et parce qu'il veut, a besoin d'être guéri de son déchirement, pour sortir du conflit entre vouloir et vouloir qui le constitue, ce qui n'est possible, dit Arendt, qu'en passant à l'action. Là, c'est le propos d'Arendt sur la volonté, willing, qui ne doit rien à Heidegger, celui-là. Ne lui a jamais rien dû et lui devra donc désormais jamais plus rien. La volonté a besoin de redevenir une. The will split and automatically producing its own counter-will is in need of being healed, of becoming once again. La volonté partagée, traduit la traductrice, et produisant automatiquement sa contre-volonté, a besoin d'être restaurée, de redevenir une. Comme le penser, thinking, willing, le vouloir, a fait éclater l'un en un, deux en un. Mais pour le moi pensant, réduire la fracture serait la pire des choses. Ce serait mettre fin à l'activité de pensée, qui, je le répète encore une fois, est dialogique. Le logos de l'âme est dialogique. Pour la volonté clivée, au contraire, clivée, c'est le sens du mot split, utilisé par Arendt. The will, split. La réduction de la fracture sociale interne, n'est-ce pas? La réduction du clivage est essentielle, car sans unification, toute action nous paraît impossible. Je reviendrai sur ce point.
L'intérêt du modèle augustinien qui tient à son anti-manichéisme est que la fracture du vouloir, sa faille, n'est pas liée à une diarchie, à une dualité de principes, bref, au conflit du bien et du mal, autour duquel gravite non seulement le manichéisme, mais aussi l'éthique péripatéticienne des médiévaux articulée sur la relation entre vouloir, nouloir, bien et mal, avec ses règles évoquées dans les cours précédents, Buridan et la description de l'internalisme fort. La faille à l'intérieur de la volonté est indépendante du contenu qui est voulu, bien ou mal. Une volonté mauvaise n'est pas moins partagée qu'une bonne, et vice-versa. Une volonté qui serait d'emblée entière, autrement dit dépourvue de contre-volonté, ne serait pas volonté à proprement parler. Elle ne voudrait pas vouloir. Il n'y a de je veux, de wolo, que face à un je ne veux pas, un nolo. C'est une première caractéristique du modèle d'Augustin. La seconde est qu'il ne nous place pas, ce modèle, exclusivement, uniquement face à des alternatives simples, à des choix binaires, l'ombre ou la lumière, le bien ou le mal, commettre ou non l'adultère. Non. La caractéristique seconde du modèle d'Augustin, c'est qu'il nous place, si on peut dire, face à des questionnaires à choix multiples. Et je m'explique. Quelqu'un balance pour savoir s'il va aller au cirque ou bien au théâtre, étant supposé que l'un et l'autre jouent le même jour, ou encore s'il va perpétrer un vol dans la maison d'autrui, ou encore s'il va y commettre un adultère. Toutes ces possibilités, évoquées au livre 8 des Confessions, peuvent être également souhaitées. Elles s'offrent au même moment, sans pouvoir être simultanément atteintes. On ne peut pas tout faire en même temps. On a là 4 volontés, toutes mauvaises, toutes en désaccord, qui, dit Augustin, déchirent le moi voulant. La checklist est impressionnante, d'ailleurs, qui passe de 4 à 6 en 3 secondes. Délibérer pour savoir si l'on va commettre un homicide par le poison ou par le fer, si on va envahir tel domaine d'autrui ou tel autre, faute de pouvoir s'emparer des deux, si on va gaspiller son argent en plaisir ou le garder pour soi par avarice, si on ira au cirque ou au théâtre en cas de représentation simultanée, ou encore dans telle maison, l'occasion étant propice au cambriolage, ou encore dans la même maison, l'occasion étant propice à un adultère. C'est donc ce qu'on appelle l'embarras du choix. L'adultère et le cambriolage dans la même maison, respect, mais réfléchissons. Le problème est comment réduire la fracture, l'âme étant déchirée par les oppositions entre ses volontés, tant abondent les objets de convoitise. Ce n'est pas le mal qui fait l'attrait, ni le hic. L'important est que l'on aurait le même problème avec des volontés bonnes. Se délecter à la lecture de l'apôtre, savourer la sobre mélodie d'un psaume ou le plaisir de disserter sur l'Évangile, tout cela est bien. Mais si toutes ces délices incontestables et incontestées se présentent simultanément, ce sont autant de volontés opposées qui tiraillent le cœur de l'homme et qui se livrent une lutte sans merci jusqu'au choix de l'objet unique sur lequel la volonté devenue totale et unifiée alors qu'elle était morcelée pourra se porter. Le problème d'Augustin n'est pas celui d'Aristote, c'est de savoir comment la volonté divisée à l'égard d'elle-même, ayant atteint le moment où elle devient entière, totale,
réussit à me pousser à agir, à préférer par exemple le vol à l'adultère. L'âme qui flotte au milieu d'objectifs également désirables de saint Augustin, écrit Hannah Arendt, est très différente des délibérations d'Aristote qui concernent non pas les fins, mais les moyens en vue d'un but fixé par la nature humaine. Selon Arendt, ce qui résout le conflit entre Welle et Nolle, constitutif de la volonté même en tant que figure pratique du deux en un, eh bien ce qui résout le conflit, c'est l'acte lui-même. On ne sort du tourment qu'en agissant. Agir guérit. L'action est ce qui guérit la maladie de l'esprit, l'egritudo animi, en unifiant la volonté, en résorbant le contre-vouloir dans l'acte. Arendt voit en Duns Scotus le continuateur d'Augustin. Elle met l'accent sur un aspect de la position d'Augustin qui, selon elle, trouve sa pleine formulation chez Duns Scotus. La rédemption, comprenons la guérison, c'est-à-dire la réunification de la volonté, ne peut, dit Arendt, être ni d'ordre purement mental, ni d'ordre gracieux. Elle résulte de l'acte. La rédemption de la volonté ne peut être d'ordre mental et ne résulte pas non plus de l'intervention divine. Elle provient de l'acte qui souvent, écrit-elle, comme un coup d'État, pour reprendre l'expression particulièrement heureuse de Bergson, écrit-elle en anglais, donc et coup d'État étant en français, bon, pour reprendre l'expression particulièrement heureuse de Bergson, suspend le conflit qui dresse face à face Welle et Nolle. The will's redemption can't be mental and doesn't come by divine intervention either. Redemption comes from the act, which, often like a coup d'État, in Bergson's felicitous phrase, interrupts the conflict between Welle and Nolle. La volonté n'a pas besoin d'être guérie pour agir, elle guérit en agissant. Voilà ce qu'il faut écrire au-dessus de votre cheminée. La volonté n'a pas besoin d'être guérie pour agir, elle guérit en agissant. À ce moment, toutefois, elle n'est plus libre. Le prix de la guérison, c'est la liberté. Price of the redemption is freedom. S'appuyant sur un commentateur moderne de Scott, alors à l'époque, il s'agissait de l'historien italien de la pensée franciscaine Ephrem Bettoni, Arendt souligne que la volonté fait toujours en même temps acte de vouloir et de non-vouloir. Toujours en même temps acte de non-vouloir et de vouloir, de vouloir et de non-vouloir. Mais, évidemment, elle oppose de ce point de vue activité mentale et acte extérieur. Il m'est possible d'écrire en ce moment, comme il m'est possible de ne pas écrire, mais je ne peux pas être en action en même temps en ce qui concerne les deux choses à la fois. Je ne peux pas à la fois écrire et ne pas écrire. Je peux mal écrire, hein, mais à la fois écrire et ne pas écrire, ce n'est pas possible. Et je ne peux pas décider à la fois d'écrire et de ne pas écrire. La volonté guérie ne sort du conflit entre vouloir écrire et vouloir écrire qu'en écrivant. À ce moment, elle ne veut plus écrire. J'écris. La volonté se rachète en cessant de vouloir et en se mettant à agir. Se rachète, ou plutôt se guérit, hein, la traduction n'est pas bonne ici, je dirais, elle se guérit, en cessant de vouloir et en se mettant à agir. Et si elle s'arrête, ce n'est pas par un acte de la volonté de ne pas vouloir, qui ne serait qu'une autre volition. Alors, c'est très important, ça, cette
ce rejet de la volonté de ne pas vouloir, distingué de l'action rédemptrice ou curatrice, thérapeutique. Je crois que Arendt oppose l'action donc qui guérit à la volonté de ne pas vouloir, qui est une fausse solution au problème de la volonté. Cette opposition, à mon avis, renvoie à la problématique Gelassenheit heideggerienne, dont alors la sérénité, comme on a traduit, le délaissement, dont on dirait aujourd'hui peut-être le lâcher-prise, que sais-je, la Gelassenheit heideggerienne, dont le motif perce, selon Arendt, dans les textes ou interventions répartis entre le premier et le second volume du Nietzsche de Heidegger. Alors, celles et ceux qui s'intéressent à Heidegger verront de quoi il s'agit. Dans cette Geschichte des Seins, l'histoire de l'être, Sein avec un Y, S-E-Y-N, un Y pas si grec que cela, à mon sens, dont j'essaierai d'engager la déconstruction l'année prochaine. Mais Hannah Arendt n'a rien à voir avec cette Geschichte des Seins, avec un Y, pas grec. Elle n'a rien à voir avec cela. Mais ce qu'elle pointe, sur la base de l'affirmation, de l'information, alors accessible au moment où elle écrit son texte, donc il y a une trentaine d'années, là, ce qu'elle pointe, c'est un aspect essentiel de la révolution scotiste, ce que j'ai appelé la révolution scotiste, en lui attribuant la paternité d'une question ainsi formulée: de quoi le moi voulant a-t-il davantage conscience dans toute volition? De quoi le moi voulant a-t-il davantage conscience dans toute volition que d'être aussi à même de ne pas vouloir? De quoi le moi voulant a-t-il davantage conscience dans toute volition que d'être aussi à même de ne pas vouloir? Bon, à ce point, nous voilà reconduits à PNC, à notre principe de non-contradiction et à ses produits dérivés qui font presque toute l'histoire du « et » dans ce que j'ai appelé la volonté et l'action. De quoi le moi voulant a-t-il le plus conscience en toute volition? De lui-même, de sa volonté, de l'objet voulu, de l'acte de le vouloir, de sa volonté virtuelle, de la possibilité de vouloir ce qu'il veut, du conflit du vouloir et du vouloir, de l'action qui s'annonce dans le conflit du vouloir et du vouloir, des motifs qui le poussent à vouloir ce qu'il veut, des motifs qui le poussent à vouloir ce qu'il ne, à vouloir ce qu'il veut sans qu'il y cède, à vouloir ce qu'il ne sans qu'il y cède, à vouloir ce qu'il veut au moment où il y cède et se ravise, à vouloir ce qu'il ne au moment où il y cède et se ravise, à vouloir ce qu'il veut au moment où il y cède sans se raviser, à vouloir ce qu'il ne au moment où il y cède sans se raviser, à ne vouloir ni ne nous vouloir ce qu'on attendrait qu'il voulût, autrement dit, à ne le pas vouloir, et ainsi de suite. L'énumération est aussi fastidieuse que la vie. Il suffit de rejouer indéfiniment, sachant que, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles et du fond d'un naufrage, jamais le vouloir n'abolira le vouloir. Ça veut, Schopenhauer l'avait compris, mais dans tout ce qui veut, il y a du vouloir, un contre-vouloir, une volonté. Ça ne, Augustin l'avait compris. Ça veut et ça ne, tout à la fois.
pour le reste. Spectemur agendo. Let us be judged by our actions, comme le dit John Adams, président des États-Unis, 1735-1826, c'est l'époque où les présidents des États-Unis, je ne poursuis pas ma phrase, je ne veux pas m'aliéner un important marché extérieur. Let us be judged by our actions, comme le dit John Adams, reprenant la conclusion dans ses Discourses on the Villa, reprenant la conclusion d'Ajax, disputant à Ulysse les armes d'Achille après sa mort, la mort d'Achille, dans les Métamorphoses d'Ovide. Les deux héros rivalisent pour s'accaparer les armes du super-héros. Et Ajax, après un portrait d'Ulysse qui n'est pas des plus flatteurs, conclut son propos ainsi : « Mais à quoi bon tant de paroles ? Voyez-nous faire. Jeter au milieu des Troyens les armes du héros, c'est là qu'il faut aller les prendre. Elles seront à celui qui les rapportera. Spectemur agendo, voyez-nous faire. » C'est ce que je voulais vous montrer cette année. Il est temps de conclure. Je le ferai en me contentant de poser un certain nombre de questions à partir du résultat d'ensemble et des quelques avancées de détails obtenues. Ces questions font partie du résultat. Comme résultat que des questions, mais elles ouvrent un certain nombre de pistes que l'on peut suivre, pour certaines assez facilement, je pense, à partir des indications fournies, pour d'autres beaucoup plus difficilement, soit à cause de l'étendue de l'archive, soit à cause, ce qui est plus grave, de la pénurie de sources accessibles. Je les reprendrai dans les années qui viennent, notamment dans les volumes de l'archéologie du sujet consacrés au sujet de l'action et à l'unité de l'homme. En attendant d'en revisiter certaines dans de prochains cours, en voici un premier et rapide inventaire. En 18 points principaux. Les deux modèles distingués cette année, le modèle aristotélicien et le modèle augustinien, sont-ils les seuls que l'on puisse invoquer pour rendre compte des théories antiques, médiévales, puis prémodernes et modernes de la volonté et de l'action, des fusions ou compromis entre les deux modèles? Y a-t-il d'autres modèles? La réponse, hélas, est oui. Il y a d'autres modèles. La distinction entre vouloir, vouloir et ne pas vouloir, entre volonté et non-volonté, peut-elle être tracée au-delà des dispositifs où nous l'avons vu émerger ou affleurer au long du temps? La réponse, malheureusement, est oui. Si oui, et oui, peut-on étendre le diagnostic à l'articulation entre vouloir, faire et pouvoir proposée dans les carrés ou quadrangles d'Anselme? La réponse est oui. Quel rôle joue l'intellect ou la raison pratique d'une part, la volonté d'autre part dans l'action? La volonté est-elle seule cause de l'action? Et si oui, quel type de causalité exerce-t-elle? Sinon, de Rechef, quelle sorte de causalité exerce-t-elle? Donc si elle n'est pas seule cause de l'action. La volonté est-elle seule cause de la volition? Et si oui, quel type de causalité exerce-t-elle? Sinon, quelle sorte de causalité exerce-t-elle? Là, je ne réponds ni oui ni non, c'est et oui et non, c'est-à-dire il y a toutes les réponses possibles et imaginables, c'est l'histoire de la philosophie. La volonté est-elle déterminée par la raison? Est-elle nécessitée par elle? La volonté peut-elle agir sur l'intellect? Peut-elle commander à l'intellect? Bon, vous imaginez qu'il y a oui, non. Bon. Là, l'éventail est entièrement ouvert. La réponse à ces questions justifie-t-elle l'adoption d'un schème philosophique général opposant intellectualisme et volontarisme, prolongé par un schème historique axé sur les conflits doctrinaux entre ordres religieux, dominicains, franciscains et plus tard jésuites? Non.
je veux dire, schème philosophique général opposant intellectualisme et volontarisme, comme de tout isme, nous nous méfierons. La notion d'assentiment ou de consentement peut-elle être tracée en deçà et au-delà du dispositif buridanien évoqué ce semestre? Évidemment, on pourrait remonter aux stoïciens et on se retrouverait eh bien, aujourd'hui. Donc, ça le temps. L'assentiment et le consentement fournissent-ils une base suffisante pour justifier une définition de la morale comme morale de l'intention? À voir. Et là, on le verra l'année prochaine. La qualification éthique d'un acte est-elle secondaire par rapport à celle de la volonté et de l'intention qui en ont permis l'effectuation? Peut-on dire avec Abélard que l'acte n'ajoute rien à la culpabilité du pécheur? Et si oui, cela vaut-il pour Guillaume II? Bon, c'est probablement le problème philosophique le plus exotique de l'année. Pour le dieu de Kraus, est-ce dire assez du point de vue éthique que de dire « Ich habe es nicht gewollt » ? Je n'ai pas voulu cela. Ma réponse, vous la devinez sans peine. Quel rôle joue le principe de contradiction dans la théorie générale de la liberté, du libre arbitre, de l'action et de la volonté? Alors ça, c'est un champ d'étude. Il y a de quoi faire 5 thèses là-dessus. Voilà des sujets de thèse. Le recours à la différence entre contraire et contradictoire dans la théorie dite commune de l'action à la fin du Moyen-Âge et à l'âge classique est-il pertinent philosophiquement? A-t-il été mis en cause dans l'histoire? Quel type de critique a-t-il reçu? Oulala. Et pour quelles raisons? À voir. Pertinent mais insuffisant. Le principe de cohérence subjective du vouloir est-il universellement reçu au long de l'histoire? A-t-il reçu un traitement différent en philosophie et en théologie? Alors, universellement reçu au long de l'histoire, non. A-t-il reçu un traitement différent en philosophie et en théologie? Oui et non, en fait, puisque, à dire vrai, comme on l'a vu, l'origine du principe est une thèse philosophique transposée en théologie. Donc, en fait, ce qui a fait vivre PCV, c'est la théologie, en réalité, pendant longtemps. Quel rôle jouent les notions d'âme, de sujet, de jeu, de moi et de conscience dans l'histoire de la liberté, du libre arbitre, de l'ascription et de la responsabilité? Y a-t-il des lectures alternatives à la lecture nietzschéenne qui en est donnée dans le crépuscule des idoles? C'est un problème sur lequel nous reviendrons, mais qu'on peut poser déjà, je pense, à partir de ce qui a été vu cette année. Quel rôle joue le principe du je, le cogito ou le moi, aux côtés du principe de non-contradiction dans l'histoire des théories de l'action et de la volonté? Dans quels dispositifs sont-ils associés à d'autres principes et lesquels? Oui, ils sont associés à d'autres principes, on le verra, mais oui, et d'abord, ils sont indissociables, il faut bien le voir, c'est une chose remarquable. Le principe du je pense et le principe de non-contradiction ont partie liée. Ça sera une des choses que nous verrons l'année prochaine. La notion de sujet-agent a-t-elle reçu une impulsion décisive des débats christologiques sur le monoénergisme et le monothélisme entre le Concile de Chalcédoine et celui de Constantinople III? Oui, absolument. Et c'est la base de tout, à mon avis. Donc on a intérêt à regarder de près tout ce dossier qui va de Sergius, en gros, à Maxime le Confesseur. L'articulation de l'anthropologie philosophique et de la christologie peut-elle être poursuivie au-delà des premiers conciles, et notamment du concile de Constantinople III? L'hypothèse des deux agents de l'action est-elle une donnée de base de la théorie de l'action au-delà des débats conciliaires? Oui. Et j'espère que vous en avez une petite idée, simplement en repensant au débat Bossuet-Leibniz. Peut-on tracer les étapes, les conditions et les figures de la transformation du sujet d'attribution en suppôt d'action, en traçant la relation entre hypokaiménon et hypostase? Peut-on construire les réseaux, en fournir des schèmes sous forme de quadrangle? Oui. Alors, à 18 questions, une seule réponse, on verra cela. Je ne dis pas l'année prochaine, mais une année prochaine, je vous annonce du même coup, dans ce dernier souffle pédagogique, le sujet de l'année prochaine. Nous passerons de l'action à la passion.
Autrement dit, il s'agira du sujet de la passion. Il sera question de la passion, avec un petit p et un grand P, de la souffrance, de la douleur, du sujet de la douleur, de ce qui souffre quand je dis je souffre, ou aïe, ou ça fait mal. Et puis nous parlerons aussi en prime, c'est le second effet qui se coule, nous parlerons du néant, de la négativité et du détachement. Et après ça, ma foi, nous verrons. Voilà, merci de votre patience. Ça a été très bien d'être avec vous toute cette année.